tous et merci de nous rejoindre depuis... Ah oui, donc, comme je disais, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre depuis vos différents pays ou lieux d'habitation. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire de MAI Africa. Et pour modérer cette rencontre, je suis Ivanova Nonofotso, auteur de littérature jeunesse et scénariste de bande dessinée. Je vis à Yaoundé et je fais aussi partie de l'équipe des administrateurs du groupe Facebook MAI Africa. Donc, le thème de notre rencontre, c'est comment évaluer les manuscrits pour avoir des best-sellers. Pourquoi en parler? Pourquoi discuter de la nécessité de planifier des best-sellers, c'est-à-dire des livres dont la vente sera un succès? Déjà, premièrement, parce que les livres sont faits pour être lus. Ils ne sont pas faits pour rester dans les magasins ou sur les étagères des éditeurs. Donc, il est de l'intérêt des éditeurs de voir leurs livres arriver chez le lecteur. Donc, et pour que les livres arrivent chez les lecteurs, il faut que les lecteurs puissent les acheter. Donc, comment donc avoir des livres qui peuvent être bien vendus? Tout commence par le manuscrit. Et si le manuscrit est mauvais, quels que soient les efforts de l'éditeur, il ne sera pas un best-seller. Alors, c'est pour cela qu'il est important de bien choisir le manuscrit, les manuscrits, évaluer les manuscrits pour voir ceux qui ont le potentiel d'être des best-sellers. Alors, c'est pour cela que nous allons parler que nous soyons éditeurs, que nous soyons écrivains. Cela nous intéresse. En tant qu'écrivain, ça m'intéresse, par exemple, de connaître quels sont les critères d'évaluation des manuscrits. Alors, vous pouvez déjà, n'oubliez pas de poster vos commentaires et vos questions dans les boîtes de dialogue qui sont sur votre écran. Alors, pour présenter ce thème aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter Georges Laté. Georges que je connais depuis Litworld 2012, ça fait déjà quelques années. Donc, je le connais comme vraiment quelqu'un qui est un frère qui encourage, qui est toujours prêt à encourager, motiver et partager ses connaissances. Alors, Georges Laté est le gérant de la maison d'édition Presse biblique africaine au Bénin, à Calavi. Et PBA, c'est la branche commerciale de l'IFES en Afrique francophone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'IFES, au Cameroun, on connaît l'IFES sous le nom du GBEC. Alors, il a commencé à travailler comme directeur du département marketing il y a 12 ans. Et depuis 2011, il a dirigé la production et les finances chez PBA, la révision, la supervision de la relecture, la mise en page, la création des couvertures et la coordination de l'impression. Depuis 2013, Georges est membre du Conseil national de l'IFES au Bénin et conférencier très actif auprès des jeunes adultes et adolescents. Il est également impliqué dans la radio et la pastorale. Alors, tout au long de la présentation qui va durer environ 40 minutes, vous pouvez poster vos commentaires et vos questions et nous allons, Georges va y répondre à la fin de sa présentation. Nous aurons 10 ou 15 minutes pour ça. Donc, merci Georges, je te passe la parole. Merci. Merci Ivanova, merci pour l'introduction, en tout cas l'excellente introduction que tu fais de cette rencontre, de ce webinaire. Je suis très heureux de participer à cette formation, à cette rencontre d'échange, de partage entre nous. On est impliqués chacun en ce qui le concerne dans la chaîne de production des livres et c'est très important de nous encourager mutuellement, de partager ce que nous connaissons, ce que nous faisons. C'est pour ça que je vais commencer cette présentation par parler un peu de la maison d'édition que je représente, les presses bibliques africaines. Et ça va nous permettre de voir un peu ce que nous faisons et comment nous pouvons donc mieux faire et aussi comment chacun peut apprendre de ce que l'autre fait. Lorsque Ramon et son équipe m'ont sollicité, surtout MAI Afrique m'ont sollicité pour partager sur ce sujet, je me suis posé la question, est-ce que moi-même j'ai
déjà beaucoup de best-sellers? Est-ce que j'ai cette expérience? Parce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont plus d'expérience que nous et qui ont déjà connu beaucoup de best-sellers pendant leur parcours. Mais c'est dans cette volonté de partager et d'apprendre ensemble que j'ai accepté de faire ce travail. Et je dis bienvenue à tous ceux qui ont pris le temps de s'inscrire et de prendre part à cet atelier, pour ce court moment que nous aurons à passer ensemble. Le sujet, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est bien comment donc évaluer les manuscrits. Et c'est quelque chose de passionnant, d'intéressant dans la maison d'édition parce que tout commence effectivement par le manuscrit. Et il faut savoir l'approcher, il faut savoir le manipuler et l'étudier pour pouvoir en sortir quelque chose de potable, quelque chose qui pourrait intéresser le lecteur. Il faut avoir le lecteur à l'esprit et nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Donc, pour discuter avec vous de ce sujet, comme je le disais, on va commencer par parler un peu de PBA et puis après, je parlerai de l'évaluation des manuscrits, la démarche que je propose pour réussir l'évaluation des manuscrits. Et puis après, nous verrons comment on peut aussi recevoir des manuscrits en les suscitant soi-même en tant que maison d'édition. Les manuscrits, vous pouvez donc susciter ou initier même la rédaction de manuscrits et l'approche est différente par rapport à ça. Si c'est vous-même qui l'avez initié, qui avez suscité ce manuscrit, vous avez autre approche pour l'évaluer. Or, dans un premier temps, je parlerai des manuscrits qu'on vous envoie, que vous recevez directement dans votre maison d'édition. On aura le temps, j'espère bien, de partager donc, et d'avoir des échanges sur cette présentation. La maison d'édition PBA, avec sa vision, c'est par là que je commence. C'est une maison d'édition qui a été créée par les groupes publics universitaires d'Afrique francophone en 1985. C'est d'abord en Côte d'Ivoire que la maison d'édition a commencé à produire des documents, d'abord pour l'utilisation interne des groupes publics universitaires d'Afrique francophone. Et vous savez, les groupes publics, c'est un ministère intellectuel, un ministère biblique, un ministère universitaire, donc qui s'appuie beaucoup sur la littérature pour la formation de ses membres. Donc, il avait ce besoin de réussir à produire eux-mêmes donc leur littérature. C'est comme ça que les PBA sont nés, mais c'est aussi pour porter à la littérature d'un certain niveau intellectuel, parce qu'il y en avait quand même d'autres maisons d'édition qui avaient pour vocation de publier des ouvrages de vulgarisation, juste parfois des recueils de prières ou juste quelque chose pour parler de la foi. Mais PBA s'est inscrit très vite dans les ouvrages intellectuels écrits par des élites, des docteurs, des théologiens pour nourrir et satisfaire la réflexion théologique, la réflexion biblique sur le continent. Donc, ça a été sa vocation pendant plusieurs années. Alors, la vision telle que formulée au sein des presses publiques africaines, c'est de transformer le lectorat francophone par la littérature chrétienne de qualité produite par les Africains. La littérature chrétienne de qualité produite par les Africains. Mais il ne s'agit pas pour nous de remplir la tête des gens de documents, de connaissances, d'informations, non, mais c'est d'arriver à l'état de transformation. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous contenter seulement de faire les livres, mais d'impacter à partir des livres, parce que nous visons la transformation. Et comme c'est la transformation que nous visons, nous voulons aussi en même temps utiliser la foi chrétienne, le message chrétien pour réussir cette transformation. Et les auteurs africains. Les auteurs africains parce que c'est eux qui peuvent comprendre correctement le contexte africain. C'est eux qui peuvent s'adresser aux Africains parce qu'ils connaissent le contexte africain. Ils connaissent les réalités du contexte africain. Et c'est des gens qui écrivent à partir donc de ce contexte, vivant dans ce contexte ou servant dans ce contexte. Il nous arrive effectivement de publier des auteurs, c'est vrai que c'est très rare, qui ne sont pas des Africains, mais ce sont des gens qui ont servi en Afrique pendant 40 ans, pendant 30 ans, des gens qui ont été missionnaires en Afrique et qui sont devenus pratiquement comme des Africains. Et on les a produits, David Ivaska, Charles Daniel Maire, voilà des gens qui font partie de notre catalogue, mais qui ne sont pas des Africains. Alors, nous avons fait ce choix
Et ça nous amène à avoir des ouvrages qui parlent aux Africains et qui montrent des images et des exemples qui sont saisissables par le lectorat africain. Oui, c'est très important pour nous au PBA. Notre particularité, notre vraiment identité, c'est de faire la promotion donc des auteurs africains. Et voilà un peu très résumé ce que je dirais sur le PBA. Ici, les statistiques sont là. Nous sommes aujourd'hui à près de 140 titres et 70 auteurs environ avec une dizaine de femmes. Et voilà, nous diffusons nos ouvrages dans l'Afrique francophone avec les frontières un peu plus faciles en Afrique de l'Ouest, nous envoyons les livres très facilement dans les pays. Et puis aussi, pour l'Afrique centrale, le reste, nous utilisons les occasions de voyage ou les envois par voie aérienne, par des agences de transfert. Mais nous produisons à partir du Bénin. L'équipe permanente est ici au Bénin, mais nous avons dans d'autres pays d'Afrique comme en Europe des personnes qui travaillent dans la chaîne de production et qui vivent dans leur pays et qui travaillent avec nous tous les jours. Alors, revenons sur le sujet. Comment est-ce que nous pouvons obtenir des titres à publier? Parce qu'il faut d'abord avoir les titres avant de les évaluer. Pour évaluer un manuscrit, il faut d'abord que ce manuscrit soit à votre niveau. Comme je le disais, vous pouvez voir qu'il y a 3 moyens. Les manuscrits qui sont envoyés directement par les auteurs, par différents moyens, peut-être les emails ou les clés ou je sais pas, les autres supports numériques. De toute façon, le manuscrit est numérique. Et les manuscrits qui sont initiés par la maison d'édition et le matériel de formation de l'IFES que nous publions également. Alors, mon premier sujet, comment est-ce que nous devons évaluer les manuscrits? Et je vais donc présenter cela en 3 points. 3 points essentiels. Le comité qui fait l'évaluation. C'est toujours mieux que l'évaluation soit faite en comité. Et puis après, il faut qu'on discute, que je présente les critères d'évaluation et les différentes décisions possibles que le comité peut prendre à la fin donc, de son évaluation. Quand je prends le comité de tri, le comité est composé des principaux acteurs de la maison d'édition. Et dans une maison d'édition, vous avez forcément des postes clés. Il y a des postes indispensables. Même si c'est une toute petite maison d'édition, il doit y avoir ces services qui fonctionnent. Même si c'est une personne qui cumule les services, au moins vous devez vous assurer d'avoir un service de production, quelqu'un qui est responsable de la chaîne de production et quelqu'un qui est responsable de la diffusion. Et comme on ne peut rien faire sans la gestion que ce soit administrative, que ce soit financière, donc vous devez avoir quand même quelqu'un qui s'occupe aussi de la gestion. Et c'est très important d'avoir dans ce comité la personne qui est l'homme marketing de la maison d'édition et la personne qui s'occupe également de travailler sur les textes, qui est en relation avec les auteurs, qui est donc le responsable de la littérature ou le responsable de la production. Ça dépend de comment est-ce que chaque maison s'organise. Donc, ce comité, que j'appelle comité de tri, parce que leur rôle, c'est de trier quelques manuscrits dans un grand lot de manuscrits qui viennent chaque fois dans la maison d'édition. Alors, donc, ce comité a pour rôle donc, de trier, c'est pourquoi on l'appelle comité de tri. Donc, il doit donc s'appuyer par moment, en fonction des manuscrits qui sont là, sur des personnes ressources qui ne sont pas des gens qui travaillent dans la maison d'édition, mais qui sont des gens qui sont compétents par leur expérience, par leur formation, par leur ministère, pour juger de la pertinence du manuscrit, en plus des autres critères. Nous verrons plus tard les critères. Le comité a pour mission donc de lire les manuscrits reçus et de décider de ce que la maison d'édition peut publier conformément à sa ligne éditoriale. Et je le rappelle, je crois que toutes les maisons d'édition ont leur ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est comme le guide, la Bible même d'une maison d'édition, parce que c'est la ligne
qui vous trace le chemin et qui vous permet de bien fonder vos décisions. Sinon, vos décisions seront simplement hasardeuses ou bien parce que vous aimez quelqu'un ou vous n'aimez pas l'autre, vous n'allez pas être objectif dans vos choix de manuscrits. Mais avec une bonne ligne éditoriale, avec aussi, comme nous sommes en milieu chrétien, une base doctrinale basée donc sur la parole de Dieu, vous savez comment faire vos choix. Le comité aussi vérifie si le manuscrit proposé remplit tous les critères pour être retenu. D'où la nécessité d'être clair par rapport aux critères. Il faut être clair par rapport aux critères parce que le comité ne va pas se lever pour dire mais moi, je n'aime pas bien ce qu'il dit, moi, je suis un peu, ça ne m'intéresse pas. Non, il faudra faire l'analyse, il faudra faire l'évaluation à partir des critères qui sont déjà retenus et qui sont en lien étroit avec la ligne éditoriale. Le comité doit s'assurer, ou les membres qui sont commis à cette tâche, doivent s'assurer que le manuscrit satisfait la ligne éditoriale de la maison d'édition. C'est le point de départ. Il faut que chaque manuscrit, si vous voulez produire un livre, chaque manuscrit soit parfaitement en accord avec votre ligne éditoriale. Parce que chaque livre vous représente sur le marché de l'emploi. Dans les librairies, dans les bibliothèques, quand on prend un livre de la maison d'édition, on peut savoir que oui, c'est leur ministère, c'est leur activité, c'est eux qui s'occupent de ça parce que c'est leur ligne éditoriale. C'est très important. Et l'originalité du sujet abordé par l'auteur. Et même si c'est un ancien sujet traité par cet auteur, il faut que ce soit traité avec des idées nouvelles. Et ça, c'est très important aussi. Lorsque le sujet ou le manuscrit satisfait à la ligne éditoriale, il faut, en deuxième lieu, s'assurer que vraiment, on n'est pas en face d'un plagiat. On n'est pas en face de quelqu'un qui a pris un livre qui existe déjà et qui l'a arrangé, qui a juste ajouté 2 nouveaux points et qui en fait, lui, son livre. Non. Si vous publiez un tel livre, vous n'aurez pas de résultat sur le marché de l'emploi parce qu'un sujet qui existe déjà, un livre qui est déjà traité, qui est déjà publié, pourquoi il faut encore faire des efforts pour le publier s'il n'y a rien de nouveau? Donc, je dis l'originalité. Et cette originalité se voit de 2 manières. Soit le sujet est nouveau, le sujet n'a jamais été traité par un auteur, soit c'est un sujet qui a été déjà traité, mais cet auteur, lui, le traite avec des idées nouvelles. Il apporte quelque chose de nouveau, quelque chose que l'autre ou les autres n'avaient pas fait. Par exemple, nous venons de boucler un ouvrage sur le leadership. Mais l'un des sujets qui dispose de plus d'ouvrages au monde, c'est le leadership. Le leadership, il y en a des livres dans tous les sens. Et l'auteur a commencé le livre en disant, mais je sais ce que vous pensez en voyant mon livre et je suis d'accord avec vous parce que le monde entier n'a plus besoin de livres sur le leadership. Mais lorsque j'ai lu ce livre, chers amis, je vous dis, je n'avais jamais lu un livre sur le leadership écrit de cette manière, écrit à partir de 2 personnes, le roi Saül et le roi David. C'est extraordinaire. Ça, c'est d'une utilité vraiment que je ne peux expliquer pour chaque leader, pour chacun de nous. Alors vous voyez, voilà un sujet très ancien, très débattu, très publié, le leadership, mais voilà un livre que vous pouvez vraiment trouver d'original, de nouveau. C'est ce qu'il faut rechercher. Un sujet qui intéresse et impacte la cible de l'auteur, parce que l'auteur a écrit en pensant à une cible. Et vous pouvez le savoir en lisant son manuscrit. S'il a écrit seulement l'air, s'il s'est juste levé, il a jeté les idées sur un papier Word, vous le savez. Mais s'il a écrit avec pour objectif de toucher une cible et en pensant à la cible à chaque fois qu'il formule une phrase, vous le savez également. Et c'est des choses qui vous permettent de prendre la décision. Est-ce que le monsieur, il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est logique, convaincu, il suit vraiment un but en écrivant son texte? Les autres critères d'évaluation du manuscrit seront
le profil de l'auteur. Il faut vraiment regarder le profil de l'auteur. Le profil de l'auteur. Et quels sont les éléments qu'il faut voir dans ce profil? Ses compétences, sa moralité, son éthique et son influence. Si vous voulez avoir un best-seller, il ne faut pas vous tromper sur ces éléments. Vous ne pouvez pas... il y a des gens qui nous envoient des manuscrits, excusez-moi, mais quand vous voyez le sujet qu'ils ont débattu, le sujet est tellement lourd, le sujet est tellement un grand sujet qui a été déjà traité par beaucoup d'érudits, beaucoup de docteurs, beaucoup de grandes personnalités. Et lui, il se permet d'écrire sur ce sujet sans avoir jamais rien lu de tout ce qui existe. Par exemple, il n'a pas cumulé des compétences dans le domaine. Il n'est même pas lui-même recommandable dans le domaine. Je prends par exemple des manuscrits que j'ai reçus ici qui parlent du mariage, l'école du mariage, ou les leçons, les vraies leçons du mariage. Et ce manuscrit est porté par un célibataire qui n'est pas fiancé et qui, bon, peut-être n'a aucun projet imminent de mariage, mais qui veut mettre sur le marché les leçons, les principes pour le mariage et tout. Et je lui disais, mais ça me pose un peu de problème parce que tout ce que tu vas dire sera la théorie ou sera ce que tu as vu dans d'autres livres. Il dit, mais non, il n'a même pas lu les autres livres. Mais il se base sur quoi? Et il suffit d'ouvrir quelques pages et vous allez voir que 2 lignes, 3 versets bibliques, 3 lignes, 15 versets bibliques, et ainsi de suite. On vous copie les versets bibliques et vous avez des dizaines de pages remplies de versets bibliques alignés, cités. Donc, il n'y a pas vraiment de contenu. Et c'est tout à fait normal. Mais il est convaincu que Dieu l'a engagé, Dieu l'a appelé à écrire pour parler de ça. Donc, pour moi, il n'a pas les compétences pour le faire. Il n'a pas le profil pour le faire, tout simplement. Lorsque vous voulez publier un livre un livre chrétien, un livre qui parle vraiment des valeurs, de la moralité, de l'éducation, et l'auteur lui-même est connu dans le pays comme tout le contraire de ce qu'il veut dire, je ne sais pas si vous lancez le livre en disant tel livre écrit par telle personne, les gens vont même vous prendre au sérieux. Donc, il faut voir la moralité de la personne. Il faut voir son éthique, son influence. Oui, c'est vrai que les maisons d'édition recherchent des auteurs, des gens qui sont déjà très bien ou qui sont des grands leaders pour un peu faciliter le marketing. Mais nous avons déjà publié des auteurs qui n'ont jamais publié avant. Ils ont publié premièrement à partir de PBA. Et je sais que les autres collègues qui sont dans cette réunion et qui dirigent ou travaillent dans des grandes maisons d'édition comprennent que parfois les éditeurs prennent le risque de façon courageuse de publier quelqu'un qui n'a jamais publié. Et cette personne est lancée et peut vraiment devenir un grand auteur, un grand écrivain. Et je crois que c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur son influence. Qu'est-ce qui le qualifie à porter un tel message? C'est très important si vous ne voulez pas perdre votre argent. Si la personne même n'est pas docteur, n'a pas un master, n'a pas ceci, au moins son parcours, son travail, son activité de tous les jours, son réseau, son influence, ce qu'il fait sur le terrain ou ce qu'il dit, vous amène quand même à voir s'il est quelqu'un qui peut porter un tel ouvrage. Et c'est pour ça que nous demandons à chaque fois à tous nos potentiels auteurs, ceux qui nous envoient des manuscrits, de remplir ce que nous appelons fiche de renseignement auteur. La fiche de renseignement pose assez de questions qui vous permet de connaître les réponses à ce que j'ai mis dans le profil ici. La qualité de la rédaction. Il faut que cette rédaction soit acceptable. On est tous d'accord que ce n'est pas à l'auteur de produire le produit fini. L'auteur donne son produit fini à la maison d'édition, mais son produit fini est la matière première de la maison d'édition. On est d'accord que cette matière première ne peut pas être parfaite, ne peut pas être bien faite, mais il y a un minimum qu'il faut exiger des auteurs s'ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Un minimum. Un minimum, tout simplement. Le minimum pour moi, c'est la triade, l'introduction, le développement et la conclusion. Le minimum pour moi, c'est qu'il y ait un plan pour ce développement. Le minimum pour moi, c'est qu'il y ait vraiment dans chaque phrase, ou bien les phrases soient construites. Comment on construit une phrase, nous le savons tous. C'est le sujet, le verbe et les compléments.
Le minimum, c'est que nous puissions avoir vraiment dans ce livre les parties indispensables pour que ce livre soit structuré. Il faut vraiment, si c'est un essai, vous avez travaillé sur un sujet que vous avez rédigé, il faut une bibliographie. Il faut une table de matière qui permet de vous suivre. Donc, la rédaction, le plan, l'introduction, la conclusion, vraiment permet de prendre une décision. Il y a des maisons d'édition qui demandent le sommaire, ils demandent 2 chapitres, et puis la biographie ou bien la présentation de l'auteur pour prendre une première décision avant de demander à l'auteur d'envoyer tout le texte. Oui, c'est une option. Mais tout au moins, quand vous prenez ces éléments, vous avez, avec ces éléments, beaucoup d'informations déjà sur le travail que l'auteur fait. Nous, au PBA, nous prenons tout le manuscrit parce que nous voulons le lire entièrement avant de prendre une décision. Et parfois, ça prend du temps et les auteurs sont impatients, mais nous avons cette obligation parce que nous portons aussi une casquette, c'est que nous sommes liés au groupe biblique universitaire. Nous ne pouvons pas publier quelque chose et découvrir plus tard que non, écoutez, ou bien au cours de route, découvrir que l'auteur a des positions qui vraiment contredisent notre ligne éditoriale de chrétiens, de notre base doctrinale, je voudrais dire. Donc, pour ne pas rentrer dans ces problèmes, nous prenons le temps de lire et nous voyons la manière dont la personne a rédigé. Mais si vous voulez être auteur, tout ce qu'on vous demande, le minimum, c'est de pouvoir mettre par écrit vos idées dans un certain ordre, avec une certaine logique. Lorsque je parle du chapitre 1 pour le chapitre 2, lorsque je vois le chapitre 3, ainsi de suite, je sais que l'auteur sait le travail qu'il fait. Il ne s'amuse pas. Il prend au sérieux son lecteur. Et là, la maison d'édition est vraiment encouragée à travailler sur un tel document. Et si vous prenez un document qui est carrément un chiffon, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, alors vous passerez des mois et des mois à essayer de remettre ça d'abord en français, comme un professeur de thèse a dit à un étudiant, mais je suis toujours en train de remettre ton mémoire en français d'abord avant de commencer la correction. Or, l'étudiant est rédigé en français, mais c'est pour dire si vous allez passer des mois à ramener le texte en français avant de commencer par voir ce que l'auteur veut dire à ses lecteurs. Vous n'avez pas le temps pour ça. Le minimum qu'un éditeur peut espérer de son auteur, c'est qu'il y ait un ordre, qu'il y ait une logique. Les fautes, il va s'en charger. Les phrases à réécrire, il va s'en charger. Les parties à diminuer ou les parties à augmenter ou les parties à revoir, il va s'en charger. Mais il n'est pas celui qui va écrire le livre. Il n'est pas celui qui va dire l'idée. C'est à l'auteur de mettre l'idée et le mettre dans un certain ordre. Et le point suivant, c'est le potentiel. Le potentiel du livre sur le marché. C'est pour ça que j'évoquais au début que le comité doit avoir à son sein au moins quelqu'un qui travaille dans le service marketing de la structure. Quelqu'un qui est dans la chaîne de distribution du livre. Parce que la vie de cette personne compte. Un best-seller, c'est le meilleur vendeur, le livre qui vend beaucoup, le livre qui est beaucoup acheté. Alors, vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça en dehors de celui qui est chargé donc de faire cette politique dans la maison d'édition. La distribution. Comment est-ce que ce livre peut fonctionner sur le marché de l'emploi? C'est très important. Et il faut tester le titre auprès des lecteurs. Il faut avoir une manière de tester vos titres, de tester vos couvertures, de tester même le sujet pour dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Pour prendre la décision. J'ai mis dans ce tableau tiré du document de Randy Jans. Randy Jans est l'un des formateurs aussi de MAI qui a donné cette formation à l'une des rencontres de MAI à Singapour. Randy nous propose 5 points d'évaluation, 5 points de critères. Je ne sais pas si ça doit s'afficher sur votre écran. Vous avez l'auteur. Il faut noter l'auteur. Et c'est pour ça que le point profil, je l'ai expliqué, compétences, moralité, expérience, influence, ainsi de suite. Il faut noter aussi le contenu. Quand le contenu et la qualité de la rédaction, le ministère et la distribution. Voilà les 5 niveaux proposés par Randy Jans. Et il faut faire la somme. Si vous avez plusieurs manuscrits,
à évaluer. Donc, vous avez chaque ligne pour un manuscrit. Et à la fin, vous allez pouvoir faire le total pour voir le point que chaque manuscrit a obtenu. Choisissez excusez-moi, le barème que vous allez utiliser pour évaluer ce manuscrit. Donc, combien vous donnez à l'auteur, peut-être combien sur 5, combien le contenu va prendre sur 5, ainsi de suite, combien la qualité de la rédaction vous pouvez donner. Alors, si vous êtes 7 personnes, 10 personnes dans le comité à évaluer le manuscrit, chacun note le manuscrit avec ses critères. Et on va voir de façon objective le point global que le manuscrit a obtenu pour pouvoir prendre une décision. Et après ça, il nous a proposé aussi l'idée d'estimer le potentiel de vente de ce manuscrit pendant 12 mois. Combien d'exemplaires vous pensez que vous pouvez vendre pendant 12 mois? Et après, il faut voir, oui ou non, est-ce que ce livre répond à tous les critères? Est-ce qu'il y a quelque part où ce livre à 0 ou bien carrément à côté de la plaque? Ou bien de façon résumée, ce livre a quand même la majorité des critères remplis et il faut peut-être travailler pour arranger un peu ce qui manque. Sachant que l'éditeur n'attend pas un travail parfait, je le répète, je le redis, l'éditeur attend un travail logique, un travail qui tient la route pour pouvoir lui-même faire sa part en son temps. Donc voilà, je laisse ce guide de critères en 5 points proposé par Andy pour que vous puissiez voir. C'est très facile à utiliser. Vous essayez de noter chaque aspect, ces 5 aspects, et puis vous voyez la décision à prendre. Au nombre des décisions, quelles sont les possibilités de décision? Là encore, ça dépend de chaque maison d'édition. Nous, au PBA, nous avons l'habitude de faire des contrats d'édition, de contrats à compte d'éditeur. C'est le choix, notre choix premier. Lorsque nous devons faire des contrats à compte d'auteur, c'est que nous sommes contraints de le faire. Ce n'est pas notre préférence. Alors, pour cela, la décision peut être que le manuscrit est accepté et un contrat d'édition à compte d'éditeur est signé. Il faut toujours commencer le processus par la signature du contrat. Parce que nous sommes avant tout en train de faire un travail de plusieurs intervenants, l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, le libraire, toute cette chaîne à chaque niveau, il faut fonctionner par contrat. Il faut que ce soit écrit et signé. Il faut que des gens s'engagent et qu'ils respectent leur engagement. Donc, je disais que la décision peut être, oui, ce manuscrit est accepté lorsque tous les critères sont vraiment positifs et le point est élevé, donc la moyenne est là, donc on peut s'engager. Et là, il faut faire un contrat avec l'auteur. Le contrat doit stipuler la durée du travail pour produire le livre, les conditions de livraison ou les conditions de vente, et puis aussi ce que l'auteur doit prendre, ce qu'on appelle droit d'auteur. Le contrat doit spécifier le droit d'auteur. Et le moment de l'année où le droit d'auteur est payé à chaque auteur, il faut que le contrat en parle très clairement. Et le contrat précise aussi les responsabilités de chacun. Qui fait quoi dans le processus? Parfois, vous êtes dans le processus, vous devez retourner une partie du texte à l'auteur pour lui demander de clarifier certaines choses qu'il a dites ou de revoir. Il faut qu'il respecte le délai pour retourner le texte au rédacteur qui est en train de travailler sur le livre. Vous pouvez aussi vous retrouver dans la situation où le manuscrit est renvoyé à l'auteur pour être amélioré ou complété. Le comité de tri se rend compte que oui, l'auteur a fait un bon travail, mais il n'a pas fait un bon travail sur toute la ligne. Peut-être les 3 premiers chapitres sont bien, on voit bien ce qu'il veut faire, on voit bien là où il va, mais le chapitre 4 qu'il a proposé ne semble pas s'aligner dans l'idée du livre, dans la charpente du livre. On se demande pourquoi ce chapitre. Et on lui dit, mais est-ce que tu es prêt à revoir la chose? Nous pensons que le livre est bien, mais le chapitre 4 et le chapitre 5, si on peut les transformer en un chapitre où, si tu es d'accord, on pourra faire ceci. Et l'auteur dit, effectivement, arrivé à ce niveau, j'étais un peu embrouillé, mais donnez-moi le temps, je vais revoir la chose. Et on peut lui retourner le texte et le laisser terminer ou revoir et retourner.
Et quand ça revient, il faut encore faire le processus d'évaluation. Et la dernière forme de décision que nous, on peut prendre et que nous avons l'habitude de prendre d'ailleurs, c'est que le manuscrit est rejeté. On informe l'auteur que nous ne pouvons pas publier ce livre. Et c'est parfois difficile, c'est triste, parce que l'auteur, il vous a rencontré, il a vu la maison d'édition en ligne, il a écrit un email, il est content de trouver une maison d'édition, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on accepte son document. Mais quand on lui écrit ou on l'appelle, on lui dit mais que à l'issue de l'évaluation, le document est rejeté, il est triste, et vous-même, vous êtes triste parce que vous pensez qu'il y a quelque chose quand même qu'il avait envie de partager aux lecteurs. Mais on ne peut pas publier tous les manuscrits, ça c'est très clair. Aujourd'hui, nous recevons au moins un manuscrit par semaine, par email ici, au PBA, au moins un. Et imaginez si nous devons les publier tous, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, nous trions, nous sélectionnons avant de retenir un pour ne pas mettre le peu de ressources financières que nous trouvons dans la vente difficile que nous avons aujourd'hui, que tout le monde partage d'ailleurs, dans un projet d'ouvrage qui ne va rien donner. Déjà que nous avons déjà reçu beaucoup de coûts comme ça, nous avons publié des livres qui n'ont pas fonctionné. Et ça, je le confesse très clairement, nous avons encore dans nos magasins, je dis nos magasins parce que nous n'avons plus un magasin maintenant à cause de cette situation. Et c'est pour ça que le sujet m'intéresse à premier lieu. Lorsqu'on parle de l'évaluation comme la clé de déclencher un best-seller, je suis parfaitement d'accord. Si vous ratez l'évaluation et si vous publiez ce que vous ne devrez pas publier, le public ne va pas répondre. Ça ne marchera pas et c'est des pertes sur des années. Comme je le disais, PBA a été créé en 1985. Et si je vous dis que nous avons encore en stock des livres publiés en 90, en 95, en 96, vous n'allez pas me croire, en des exemplaires très élevés. Donc, ça, c'est des échecs de décision. Même des livres publiés en 2006, 2005 sont encore là. Et ça, je dis, il y a quelque chose qui a mal tourné. Soit on a publié très grande quantité alors qu'on n'a pas ce potentiel, soit le choix du manuscrit n'est pas bon. Moi-même, j'ai conduit des comités de tri qui ont choisi des manuscrits qui n'ont pas marché. Et quand il dit n'ont pas marché, il dit on ne les vend pas si facilement comme on pensait en travaillant sur le sujet. Mais je vous assure que c'est quand le problème se pose qu'on retourne un peu en arrière dans l'analyse et on se rend compte qu'on a effectivement manqué de tenir compte de certains aspects. Il y a un livre pour lequel aujourd'hui, je pense que si j'ajoute simplement un point d'interrogation à son titre, il serait totalement vendu. Mais on ne l'a pas fait. On n'a pas mis ce point d'interrogation. Et quand le livre est exposé, dès que les gens prennent le livre, ils disent, ah bon, c'est une question ou bien c'est une affirmation? Quand on dit c'est une affirmation, ils déposent le livre et continuent. Je crois qu'on a appris à partir de toutes ces erreurs et c'est pour ça que j'ai la joie de partager. Ce n'est pas que PBA est la maison d'édition en Afrique qui produit les best-sellers et que vraiment nous sommes les champions des best-sellers. Non, c'est parce que nous pensons avoir fait beaucoup d'erreurs et que nous devons continuer d'apprendre et de partager le peu que nous avons appris sur ce chemin que nous faisons ensemble avec vous. Alors, j'aimerais donc aborder le dernier point de ma présentation, susciter ou initier la rédaction d'un manuscrit. Tous ces livres que vous voyez sont des livres que c'est PBA qui a initié, qui a suscité les auteurs d'écrire. Ce n'est pas les auteurs qui nous ont envoyé les manuscrits. Quand on prend le livre de référence du Temple à la Cité, qui sera d'ailleurs lancé officiellement le samedi prochain ici à Cotonou, le livre Leadership pour l'excellence, qui est notre best-seller, je peux le dire ainsi parce que nous l'avons fini, nous l'avons reproduit, nous avons encore fini une deuxième fois. Donc, c'est un livre qui est beaucoup vendu et qui continue d'être vendu d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu d'autres livres plus tard comme Cure d'âme et délivrance spirituelle qui lui a ravi la vedette. Mais quand nous prenons les plus anciens, c'est Leadership pour l'excellence qui est vraiment le livre que nous avons beaucoup vendu et que nous continuons de vendre d'ailleurs parce que nous avons encore réimprimé. Et c'est d'ailleurs la nouvelle couverture qui est celle-là. Sinon, c'était un livre bleu. Et le tribalisme en Afrique, et si on en parlait, c'est aussi un livre dont la rédaction a été suscitée par la maison d'édition. Nous avons eu d'autres livres comme Vive le grand amour, comme Je prépare mon mariage. Ces ouvrages aussi sont des livres dont la rédaction est suscitée par la maison d'édition. Et actuellement, nous avons aussi initié la rédaction d'un livre sur le coronavirus
qui est terminé. Les auteurs ont rendu leur test et ça va être publié cette année parce que la maison d'édition a sollicité ces auteurs qui sont des spécialistes dans leur domaine de nous produire des tests. Alors, comment ça se passe? Il faut écouter, comprendre le besoin des lecteurs. La cible que vous avez en vue, il faut voir, mais de quoi ils ont besoin? Une maison d'édition doit se poser cette question. De quoi a besoin le public, mes lecteurs? Quelle est la situation qui les préoccupe actuellement? Et c'est même comme ça que l'idée du livre sur le coronavirus est née. Voilà, donc il faut écouter cette cible-là. Il faut avoir une manière d'être en interaction avec les lecteurs, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit de façon directe, les rencontres que nous faisons, les ateliers que nous faisons, les lancements d'ouvrages. Nous faisons des listes de présents, nous prenons leurs contacts, nous les écrivons pour essayer de sonder auprès d'eux ce qu'ils aimeraient. Quand je prends par exemple l'ouvrage du Temple à la Cité, il a été produit après une enquête internationale que nous avons initiée, un sondage en ligne où nous avons soumis 10 thèmes à nos lecteurs pour élire les 2 meilleurs thèmes de leur préférence, sur lesquels ils souhaiteraient que nous produisions un livre de référence. Et le thème Église et développement est venu en premier et le thème Famille est venu en deuxième. Donc, le premier livre de référence a porté sur l'Église et le développement. C'est pourquoi le sous-titre, c'est « Quand l'Église africaine pense le développement ». Vous voyez? Donc, il faut sonder son public. Il faut poser des questions à ses lecteurs. Il faut chercher à savoir leurs besoins. Il faut aussi suivre l'actualité. Il faut suivre l'actualité et il faut encourager donc certaines personnalités ecclésiastiques de référence à publier leurs enseignements. Vous savez, il y en a qui arrivent à la fin de leur vie, ils ont prêché sur tous les continents, ils sont allés partout, mais ils n'ont pas un seul livre. Et dans leur ville ou dans leur pays, il y a une maison d'édition. Je crois que c'est aussi la faute des deux, de la maison d'édition et aussi de l'orateur, de ce prédicateur, de ce grand homme d'église qui a prêché, qui a enseigné partout. Il fallait l'approcher et parler avec lui pour qu'il puisse laisser ses écrits. Et dans ce cadre, actuellement, nous travaillons sur les prédications d'un grand pasteur béninois qui n'est plus, mais qui nous a laissé des cartons et des cartons de manuscrits de ces prédications et qui nous sert de base à produire donc ces prédications pour le peuple. On a voulu le faire de son vivant, mais il nous a dévancé. Alors, vous pouvez aussi encourager un chercheur, un théologien, un docteur à publier les travaux de ses recherches. C'est très important. Vous pouvez aussi organiser des ateliers d'écriture et vous pouvez publier les livres qui sont issus de ces travaux. C'est ce que nous avons fait en fin 2018. Je vais vous montrer l'image. Les participants de notre dernier atelier d'écrivain qui a été organisé à Boumé-Calavi, ils sont venus de 3 différents pays et pendant un week-end, on les a internés dans un hôtel et nous, après avoir discuté de la manière d'écrire pour toucher la cible, nous avons laissé les participants en 3 groupes et chaque groupe a sorti un livre. Et 2 livres sont déjà publiés, le 3e est encore en relecture. Donc, voilà des idées que vous pouvez avoir pour susciter vous-même des ouvrages. Et quand c'est la maison d'édition qui suscite son ouvrage et qui trouve la personne clé pour l'écrire, il faut lui donner des TDR, des thèmes de référence. Il faut la charpenter. Il faut lui dire dans le chapitre 1, tu dois parler de ceci. Dans la première partie du chapitre 1, tu dois parler de ceci. Dans la deuxième partie du chapitre 1, tu dois parler de ceci. Ainsi de suite, jusqu'au dernier niveau. Et c'est ce que nous avons fait pour le livre de référence du Temple à la Cité. C'est ce que nous avons fait pour les 2 livres dont je viens de vous parler, Vive le grand amour et Je prépare mon mariage. Chaque intervenant avait un chapitre à écrire et il avait les thèmes de référence de son chapitre. Et lorsque le manuscrit nous est renvoyé, nous analysons le manuscrit en fonction donc des thèmes de référence qu'on lui a donnés au préalable. C'est très important de procéder de cette manière. Et là, je disais que l'évaluation d'un manuscrit issu de vos propres travaux internes est différente de l'évaluation d'un manuscrit qu'on vous a envoyé. Si c'est vous-même qui avez rédigé les thèmes de référence et qui avez sollicité un auteur, alors il vous suffira de vérifier si l'auteur a respecté les thèmes de référence lorsqu'il vous a retourné ce manuscrit. Donc, voilà les 2 livres dont je vous parlais. Vive le grand amour et Je prépare le mariage. J'ai eu l'honneur de coordonner ça avec
les personnes qui ont dirigé les ateliers qui ont dirigé chacun des groupes dans cet atelier d'écriture. Et je suis heureux de voir qu'ils ont tenu parole, ils ont donné les chapitres et nous avons donc publié ces livres. Donc, samedi prochain, à Cotonou, nous lançons ce livre, le livre de référence du Temple à la Cité, sous la direction de Dr. Augustin Aouga. Aouga était le directeur éditorial de ces travaux. Avec moi, j'étais le directeur de production. Alexis Chloé, qui est dans cette réunion avec nous, si je ne me trompe, et Pasteur Baka Kamnaj ont travaillé en tant que rédacteur sur cet ouvrage. Ils ont retourné vraiment les chapitres, les 15 chapitres de ce livre avec l'appui technique de Célimène Bada et tous les autres, Georges Mbeck. Et voilà, donc nous pensons que c'est un chef-d'œuvre, c'est un ouvrage qui va vraiment bénir l'Église africaine. Et nous vous demandons, vous qui êtes hors de Cotonou, de prier pour nous, pour que le samedi prochain, le public soit là. Le directeur des aides du livre du Bénin est aussi attendu parce qu'il a prouvé que c'est un travail excellent et qu'il va nous apporter, par sa présence, le soutien moral, ne serait-ce que moral quand même du gouvernement, parce que nous avons montré à quel point un tel ouvrage peut impacter même les habitudes, les attitudes, le comportement de nos populations, et qu'ils soient chrétiens ou pas. Parce que chaque Africain doit travailler au développement de son continent. Merci pour votre aimable écoute. Je vais donc m'arrêter là parce que le temps qu'on m'a donné est donc maintenant fini. Et puis, espérer que chacun de vous puisse nous poser vos questions, nous laisser vos questions. Peut-être que je vais, Ivanova, répondre à quelques questions qui sont venues avant la réunion. Je l'ai sous mes yeux. Alexis Chloé du Bénin a demandé quels sont les critères linguistiques d'un best-seller. Les critères linguistiques, je pense pour ma part, parce qu'il a expliqué sa question en d'autres termes, comment employer les outils de la langue d'écriture pour mieux vendre son livre, comment donc utiliser les outils de la langue d'écriture pour mieux vendre son livre en dehors de la publicité, du marketing, quelle est la part du contenu. Je suis parfaitement d'accord avec Alexis que le contenu a une grande part dans la réussite d'un ouvrage sur le marché. Les gens n'achètent pas les livres parce que la couverture est très jolie seulement. C'est vrai que ça attire. C'est l'élément qui vous attire vers le livre. Mais vous allez remarquer que quand vous êtes devant une table d'exposition et que la couverture a attiré quelqu'un, il ne va jamais prendre le livre, vous remettre l'argent et mettre le livre dans son sac. D'habitude, nos lecteurs, ils ouvrent le livre. Ils ouvrent le livre, ils vont derrière le livre pour lire un peu le résumé, ils feuillettent avant de prendre la décision. C'est pour vous dire que c'est tous les éléments qui contribuent à avoir un best-seller. Et ce que nous faisons ce soir, ce n'est que le premier élément, l'évaluation du manuscrit. Il n'est pas dit que l'évaluation du manuscrit fait forcément le best-seller, mais c'est le point de départ. Lorsque vous ratez cela et que vous prenez un mauvais contenu, je ne sais pas par quelle alchimie vous pouvez vous retrouver avec un best-seller. Parce que les lecteurs ne sont quand même pas des ignorants. Ils ne vont pas acheter comme de petits pains un ouvrage qui n'a rien à l'intérieur, qui n'a rien à leur dire, qui n'a rien, dont les premiers lecteurs n'ont aucun témoignage. Lorsque quelqu'un a lu le livre et il rend un bon témoignage de ce livre, c'est tout à fait normal que son ami, son frère, celui qui est dans son réseau social, celui qui est connecté à lui sur Facebook, puisse aussi demander le livre. Et c'est comme ça que le livre part et les gens commencent à le lire. Les gens commencent par le demander et vous commencez par l'envoyer dans chaque pays. Et la vente commence. Donc, je pense sincèrement que avoir seulement la couverture, la bonne mise en page, l'impression qui a réussi ne fera pas un best-seller. Je suis d'accord avec toi. Il faut le contenu. Et quand je parle du contenu, je l'ai dit, il y a le message, mais il y a aussi l'habillement de ce message. Dans quelle langue ce message est porté? Est-ce qu'on a respecté la langue française? Est-ce qu'on a écrit en français? Est-ce que, si on veut publier en français, il faut publier en français? Il ne faut pas publier dans un français bâclé. Non, il y a vraiment cette typographie qu'il faut respecter. Et je crois que c'est pour avoir ce résultat important que nous avons l'habitude de solliciter à l'interne comme à l'externe les spécialistes de la langue française. C'est tout à fait normal.
Et l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes travaillent sur le même texte. Plusieurs, je vous dis plusieurs, pour pouvoir éliminer les incongruités, les problèmes de compréhension de la langue française. Et ça, c'est très important. Et quand c'est un ouvrage encore théologique, il faut ajouter un théologien qui va encore faire sa part. Et si c'est un ouvrage académique, il faut ajouter vraiment quelqu'un qui est dans les règles académiques pour pouvoir faire en sorte que le livre soit utile à l'école. Nous avons publié un texte sur les exégèses parce que l'auteur est enseignant des exégèses et il l'utilise avec ses étudiants. On était obligé de respecter les règles qui sont dans leurs écoles. Et c'est avec ça qu'on a fait le livre, parce que les notes de bas de page, la biographie, la présentation des choses ne sont pas forcément les mêmes à tout, selon tout le monde. Et il faut s'adapter. Donc, le contenu, à mon avis, est très important. Et c'est après ça qu'il faut ajouter tout le reste de la chaîne de la production. Si vous faites un très bon contenu, un travail impeccable au niveau de la maison d'édition et que vous donnez à un imprimeur qui bâcle le travail, je ne sais pas comment vous aurez baissé. Les gens risquent de prendre et de réimprimer autrement et de l'utiliser, d'avoir le plaisir de l'avoir. L'impression aussi contribue. La couverture, le choix du titre. Mais la titraille dans la maison d'édition, c'est compliqué parfois. Et parfois, je suis obligé, en tant que responsable, de solliciter mes collègues, mes aînés, pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Est-ce que je dois proposer un autre titre? Je propose parfois 5 titres pour un même ouvrage pour m'assurer que nous avons le meilleur titre qui va, parce que j'ai déjà eu de problèmes de titre. Je vous ai dit, il fallait juste ajouter un point d'interrogation et ce livre ne serait plus là aujourd'hui. Donc, quand je le vois, je dis, mais si je prends un feutre pour ajouter le point d'interrogation pour repartir sur le marché de la vente, ce n'est pas possible, mais c'est trop tard. Et je pose des questions, j'envoie aux gens, qu'est-ce que vous pensez? Ça te dit de lire un tel livre, qu'est-ce que tu penses d'un tel livre? Si on publie un livre sur ce titre, est-ce que ça t'intéresserait? Pourquoi ne pas poser des questions autour de vous? Et les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour nous faciliter ce travail. Donc, frères les six, on a le contenu, on a tout le reste, le design de la couverture, ça compte. Et ce n'est pas le sujet ce soir, mais je profite de ta question pour en parler. C'est toute la chaîne qui contribue au best-seller. Ce n'est pas seulement le manuscrit, ce n'est pas seulement l'auteur. Y a-t-il des thématiques, c'est ta deuxième question, y a-t-il des thématiques, des domaines ou sujets favorables pour avoir un best-seller? Non, on a des best-sellers dans tous les domaines aujourd'hui, à travers le monde. Quand vous allez sur le net, vous voyez, même chez Amazon, vous allez voir des ouvrages qui, pour vous, vous dites, mais ça c'est à quoi, mais c'est quoi ce truc qu'on vous dit, c'est un best-seller. Parce que les gens à qui ça s'adresse l'ont reconnu et courent vers sa recherche. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des best-sellers dans tous les domaines. Et c'est ce que je peux répondre, on peut échanger par rapport à ça. Ta troisième question, c'est qui peut évaluer un manuscrit? Je crois que j'ai déjà répondu à ça dans ma présentation. Il s'agit donc des personnes, les principales personnes de la maison d'édition et aussi des personnes ressources que la maison d'édition sollicite en fonction du type de manuscrit. Est-ce qu'on peut se spécialiser dans l'évaluation des manuscrits? Oui, pourquoi pas? Parce que les personnes que nous sollicitons, parfois pour évaluer nos manuscrits, le font aussi pour d'autres maisons d'édition parce qu'ils ont l'expertise nécessaire pour questionner le texte et savoir un peu si ça peut fonctionner ou pas. Voilà, Ivanova, je vais voir si on a des questions des autres participants pour pouvoir donc aussi lancer ainsi les échanges. Merci pour votre aimable attention. J'ai eu du plaisir à partager tout ceci avec vous, espérant que ça aide à la réflexion et aux échanges. Merci encore. Merci beaucoup, Georges. On a beaucoup appris. Oui, et tout de suite, comme notre frère Vincent de Paul-Élé il a signalé qu'il n'a pas assez de temps, donc je pense qu'on va essayer de répondre à ces questions d'abord. Donc, déjà, il a fait un commentaire pour appuyer ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance du profil de l'auteur, que c'est comme les influenceurs qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et voilà, alors Vincent demande, c'est quoi un best-seller dans un contexte africain? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, en quoi la nature du contrat d'édition influence les ventes? Est-ce que tu peux répondre déjà à ces deux questions? D'accord. C'est quoi un best-seller dans le contexte africain?
Oui, je crois que Vincent veut me titiller un peu. J'espère qu'il est toujours là pour répondre lui-même à sa propre question parce que l'étudiant ne peut pas dépasser le maître comme ça tout de suite. Bon, d'accord. Je sais il me demande de prendre en compte l'oralité. Nous sommes dans un contexte d'oralité en Afrique, mais vous savez que ça fait partie de notre premier défi. Être une maison d'édition dans un contexte d'oralité, c'est un peu comme ramer à compte courant. Mais lorsque nous parlons de best-seller, on ne va pas inventer la roue. Selon moi, c'est ces ouvrages que nous avons la joie de vendre entièrement, de réimprimer, de continuer à vendre, qui sont sollicités sur la durée, qui sont sollicités par plusieurs générations et qui ne meurent pas très vite. Parce que vous savez, selon ce que j'ai appris avec lui, lorsque vous produisez un livre, et que 2 ans après, le livre est encore dans votre bibliothèque, dans votre magasin, c'est que le livre est mort. C'est que ça, il ne faut même pas continuer à vous fatiguer avec ça. Parce qu'un livre que vous avez produit, après 2 ans, il doit finir. Il faut faire la quantité qui couvrira donc un marché pendant 2 ans, votre marché pendant 2 ans. Si après 5 ans, après 10 ans, le livre est là, on ne peut pas parler de best-seller. Donc pour moi, même dans notre contexte africain d'oralité, où l'oral prend le dessus sur l'écrit et la lecture, nous savons que les best-sellers dans nos maisons d'édition, c'est les ouvrages qui réussissent sur le marché de la vente et qui sont vraiment appréciés par nos lecteurs et qui suscitent des commentaires, qui suscitent des réunions, qui suscitent des conférences et les gens en parlent, les gens en parlent. Je prends par exemple le livre Vive le grand amour, quand nous l'avons lancé en 2019, nous avons déjà eu des conférences autour et chaque fois les jeunes viennent remplir les salles et nous discutons de ça et ils achètent les livres, ils partent. Et après, d'autres villes nous appellent pour mais venez aussi dans notre ville faire la conférence parce que le sujet nous intéresse. Donc, ce livre est déjà sur la route de best-seller parce que c'est presque épuisé et nous allons le réimprimer. Donc, pour moi, c'est ça. Et je sais que le frère Vincent, si vous pouvez lui donner la parole, est bien qualifié pour enchérir cette réponse parce que sûrement la question lui a été suscitée par une réflexion. Vincent, c'est mon mentor, c'est mon formateur. Donc, la voix dans cette réunion sans profiter de lui, ce serait pas une très bonne chose. Merci. Pour la deuxième question de Vincent, toujours, en quoi la nature du contrat d'édition influence les ventes? Oui, le livre qui est produit à compte d'éditeur n'est pas vendu de la même manière que celui qui est produit à compte d'auteur. Quand vous produisez à compte d'auteur, dans moi, ma pratique, c'est que les livres, dans un premier temps, appartiennent à l'auteur et on lui retourne les livres, sauf si nous faisons un contrat de vente avec lui. Ça fait 2 contrats pour ce seul livre avec l'auteur. D'abord, un contrat pour le produit et un second contrat pour le vendre pour lui. Là, nous vendons pour l'auteur. Nous vendons et l'argent va à l'auteur et l'auteur nous paye une ristourne pour la vente que nous faisons pour lui. Or, dans le premier cas, c'est nous qui avons financé la production, donc nous vendons et la vente revient dans notre caisse pour, comme retour sur investissement. Et nous, maintenant, nous définissons avec l'auteur, selon le contrat, la part de l'auteur qu'on appelle droit d'auteur, que nous lui payons après les comptes qui sont bloqués au 31 décembre. Alors, par rapport à ça, vous voyez que si l'auteur décide de vendre son livre lui-même, c'est que vous lui faites la production et vous lui retournez les cartons. Et il va soit le distribuer, soit le vendre comme il veut, au prix qu'il veut et comment il veut, avec son réseau. Mais dans le cas où c'est un contrat d'édition à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui est responsable du marketing de ce livre. C'est pourquoi il faut organiser la dédicace. Il faut aller dans des pays, dans des endroits où ce livre sera vraiment utile. Il faut en parler, il faut faire toute la communication autour pour la vente. Donc, ce n'est pas la même chose. Je ne me fatigue pas trop sur un livre pour lequel je ne gagne que 5% ou 10% de ristourne par rapport à un livre qui est notre production, qui est notre copyright et qui nous appartient et que si nous ne le vendons pas, nous ne retournons pas notre sou. Donc, par rapport à ça, on s'évêtue, on fait tout ce qu'on a à faire pour que ça puisse être vendu. Donc, sur le terrain aussi, il y a cette différence. Si l'auteur veut vendre lui-même, bon, ça ne l'engage, mais s'il demande à ce qu'on l'aide à vendre, alors il doit encore nous payer quelque chose pour que nous puissions mettre ce livre sur notre catalogue et sur notre table, partout où nous passons. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est la responsabilité de la maison d'édition de faire toute la chaîne.
Et je crois que les auteurs qui ont compris cessent de se fatiguer et puis font confiance à la maison d'édition pour faire un contrat d'édition simplement et la maison d'édition se charge de tout. Oui. Donc, cette nature de contrat, le contrat à compte d'éditeur est toujours mieux pour engendrer un best-seller. Parce que pour qu'un auteur, lui seul, avec sa famille, avec ses amis, puisse porter un ouvrage sans le marketing de la maison d'édition, sans le support, sans tout ce que, à moins qu'il se transforme en éditeur pour la période et qu'il consacre tout son temps à cela. Parce que déjà que nous, avec le fait de lui consacrer tout notre temps, on ne réussit pas toujours. Imagine lui, avec toute son activité, ses affaires, trouver le temps de faire la promotion de son livre pour que ce soit vraiment connu, ça va être un peu plus difficile. Merci, Georges. Il y a Faustin qui demande combien de temps en moyenne peut prendre l'évaluation. Oui, l'évaluation, ça dépend. Oui, l'évaluation d'un manuscrit, ça dépend de comment la maison d'édition s'organise. Par exemple, nous, au PBA, nous évaluons les manuscrits en section. On ne les évalue pas un à un quand ils arrivent. Donc, quand un manuscrit arrive, on le reçoit, on l'enregistre, on le dépose. Et quand le temps d'évaluer les manuscrits arrive, nous nous réunissons et on fait appel à toutes les personnes impliquées, que ce soit internes ou externes, pour qu'ils viennent, pour qu'on fasse le travail. Donc, ce qui fait que vous pouvez envoyer votre manuscrit en janvier et on vous donne la réponse en juin. Quelqu'un l'a envoyé en mai et il a la réponse en juin, si la section a eu lieu en juin. Voilà. Donc, ça, c'est nous, notre organisation, parce que nous pensons qu'on ne peut pas à chaque fois réunir toutes les personnes nécessaires pour faire l'évaluation chaque semaine ou chaque mois, surtout que nous recevons les manuscrits chaque semaine. Alors, c'est notre stratégie. D'autres maisons d'édition le font tout seul. Peut-être le directeur prend le manuscrit dans son bureau et le lit, le responsable marketing prend le manuscrit dans son bureau et le lit, et puis bon, il donne son avis et puis la décision est prise. Donc, nous, c'est en fonction donc, de tracer le calendrier de l'année suivante que nous évaluons les manuscrits pour les retenir, pour les impliquer dans le calendrier de production de l'année suivante. Donc, les manuscrits que nous allons évaluer d'ici quelques mois, je crois dans le 3e trimestre de l'année, ce sera les manuscrits qui seront produits en 2022. Or, certains d'entre eux sont déjà là depuis février, depuis mars, depuis avril. Donc, je l'explique aux auteurs. Même si on l'évalue maintenant, on ne peut pas le produire en 2021 parce que nous ne produisons en 2021 que les manuscrits évalués en 2020. Donc, c'est notre fonctionnement et c'est mis en place comme ça à cause de nos contraintes. À cause de nos contraintes, mais ça va changer aussi parce que notre organigramme aussi change, notre fonctionnement change et nous allons réadapter les choses. Mais ce que nous avons fait juste là, c'est de ça que je vous parle. Donc, je ne peux pas dire ça prend 1 mois, ça prend 2 mois, non. Mais le temps d'évaluer un manuscrit lorsque je l'ai dans ma main, alors, ça dépend, vous comprenez, du volume. Si ce n'est que 50 pages, je peux le faire rapidement, mais si c'est 250 pages, il y en a 4, ça peut me prendre plus de jours. Donc, la réponse ne peut pas être tel nombre de temps, ça dépend. Et aussi, si le texte est facile à lire, agréable à lire, vous pouvez aller plus vite. Mais si c'est vraiment compliqué à lire, vous commencez, vous êtes découragé, vous laissez, vous commencez à faire autre chose d'abord avant que vous reprenez. Bon, donc ça va encore traîner. Okay. Merci, Georges. Il y a Stéphane de la Sierra Leone qui demande est-ce que vous estimez que la demande pour les livres sera de plus en plus numérique avec le temps? Oui, ça c'est déjà une pression internationale. C'est depuis 2012, je crois, avec MAI, on a eu un atelier avec les éditeurs francophones en Nairobi. Et à cette occasion, l'idée était, il y avait un point, il faut virer à e-books. Il y avait un auto-doyen était là, hein, les sommités de l'édition en Afrique, Solomon Andrea, Daniel Boudané, Jules Ouba, je crois que c'était une grande rencontre. Et il y avait 2 camps. Il y avait ceux qui voient les e-books comme une menace pour l'édition telle que nous la connaissons aujourd'hui sur papier, et ceux qui voient les e-books comme une opportunité pour les maisons d'édition. Donc, je me rappelle très bien, je n'ai pas oublié cette rencontre-là en 2012 où c'était vraiment houleux, c'était vraiment un grand débat. Mais aujourd'hui, avec tout le chemin qu'on a fait et le Covid-19 l'année passée qui a vraiment empêché la diffusion des livres en papier, je crois sincèrement que c'est une option. Il faut seulement qu'on évite de fragiliser la production du livre en papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous mettons beaucoup d'énergie et que nous prenons les e-books comme salutaires et qu'on ne produit plus,
avec les imprimeurs, ce qui va se passer, c'est que les imprimeurs ou ceux qui travaillent dans cette chaîne vont connaître de faillites. Ça, c'est très clair. Et on ne pourra plus avoir leur service au moment où nous allons vouloir peut-être revenir au livre papier. Moi, j'ai toujours plus de plaisir à lire en papier que sur écran, parce que déjà, lire sur écran, c'est mon boulot. Ce n'est pas une lecture pour le plaisir. Donc, si je lis sur écran toute la journée pour travailler, quand je veux lire moi-même mes propres lectures, je ne veux pas avoir un écran dans ma main. Je veux avoir un papier. Et donc, voilà, je réponds oui, on va aller à e-books et je les forme. Aujourd'hui, avec cette situation, PBA a beaucoup de ces livres sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en ligne et le lire et lire la version numérique. Ce n'était pas le cas avant. Donc, ça veut dire que ça s'impose, ça s'impose, ça s'impose. Mais ma doléance, c'est que tous les grands acteurs du domaine de l'édition fassent attention pour qu'on ne fragilise pas, pour qu'on ne fasse pas disparaître les livres papier. Parce que ça, au moins, on les lègue à nos enfants, on les lègue aux générations futures, on écrit dedans, on souligne des choses, on a des marque-pages, on sent l'odeur du papier et on le dépose à côté. Quand on se réveille, on le revoit, on a envie de le terminer. C'est vraiment différent de l'avoir sur une tablette ou dans son téléphone. En tout cas, ce n'est pas la même chose, mais on va faire les deux. Moi, je propose qu'on soit dans les deux et que vraiment les deux puissent fonctionner. Pour nous, qui travaillons pour un public international, nos lecteurs ne peuvent pas tous avoir les livres en papier, donc c'est une solution pour nous. Mais cette solution ne va jamais, en tout cas, remplacer la production en papier. Ouais. Merci, Georges. Moi aussi, je préfère les livres papier. Et à propos des livres numériques, dernièrement, il y a eu un webinaire du docteur Barine Kirimi du Kenya qui a vraiment abordé cette question du numérique. C'était très intéressant. Alors, il y a Nicodème qui dit merci, félicitations à l'orateur et il demande s'il est possible d'avoir une copie de la présentation. Oui, je crois que dans le protocole normal, oui, dans le protocole normal de nos webinaires, c'est que tous ceux qui sont inscrits, ceux qui sont présents ou absents, reçoivent par email la présentation. Voilà. D'accord. Alors, il y a Faustin qui a une question encore. Il demande quels sont les différents types d'ouvrages ou livres, romans ou nouvelles qui sont susceptibles d'être des best-sellers. Est-ce qu'il y a des genres littéraires qui sont plus vendus que d'autres? Alors, je n'ai pas fait l'étude pour répondre avec précision. Ma réponse pourrait être vague. Je peux dire que on a eu des nouvelles, des romans, des autobiographies, des biographies qui ont été des best-sellers. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si quand on va les évaluer, chaque genre, on saura qui est le premier, le deuxième, le troisième. Je n'ai pas fait d'étude pour les classer, mais je sais qu'on en a eu. En tout cas, quand je circule les grandes librairies, je vois, il y en a eu dans beaucoup. Quand je prends par exemple le milieu chrétien, par exemple, les grands best-sellers ont été des livres sur la famille. Et ça m'encourage, parce que c'est un domaine que j'aime particulièrement. Je travaille dans le domaine de la famille. Donc, je me dis, pourquoi c'est comme ça? Il y a eu beaucoup d'ouvrages chrétiens, en tout cas dans le domaine de la famille, mariage, tout ça, qui ont été de grands best-sellers. Donc, aux États-Unis notamment. Donc, voilà. C'est un problème de notre génération et c'est tout à fait normal que des gens travaillent à ça. Mais je ne peux pas répondre avec précision si c'est les romans qui dépassent les nouvelles ou autre chose. Mais j'aime particulièrement, en tout cas moi, j'aime les autobiographies. J'en ai lu beaucoup et je crois que certains font encore beaucoup de bruit aujourd'hui dans les librairies. Donc, voilà. La Terre promise, par exemple, de Barack Obama, c'est un livre qui marche très bien. Je n'ai pas encore vu écrit sur lui best-seller, mais je sais que c'est parti en trompe. Le livre, par exemple, de l'ancienne épouse de Hollande, voilà, c'est une autobiographie, mais voilà, c'est comme merci pour ce moment, quelque chose comme ça, et dès son impression a été multipliée en des millions de copies, je crois que c'est parti. Donc, voilà. Il y a la contribution de Vincent de Paul-Lélé qui ajoute que le roman est également le genre le plus vendu dans le milieu éditorial et que les nouvelles sont comme
un petit genre de roman. C'est comme le suivant. cadets, oui, oui, des romans. Alors, donc, on a le roman, il y a les nouvelles et les genres narratifs. oui. Non, il dit les nouvelles sont les cadets des romans, le genre narratif. OK. Merci, Vincent. Alors, merci pour la contribution. Alors, il y a Innocent qui demande quelle est la procédure, quelles sont les procédures pour envoyer son manuscrit au PBA et quels sont les coûts financiers. Oui, pour envoyer son manuscrit au PBA, il faut l'envoyer à l'adresse email de PBA. Donc, parce que nous sommes à l'international, donc vous ne pouvez pas venir nous copier ça sur une clé ici ou vous ne pouvez pas venir nous transférer ça. Donc, le moyen qui nous relie, simplement, c'est comment on dit, c'est l'email, c'est l'Internet. Donc, l'adresse Internet, c'est PBA Édition. Voilà, pbaédition@gmail.com. Alors, vous envoyez et puis nous allons le recevoir ici. Il n'y a pas de coût pour envoyer le manuscrit. Voilà, donc nous recevons les manuscrits et nous les évaluons et nous prenons la décision. Et si on prend la décision pour le produit, vous n'allez pas aussi donner de l'argent. C'est la maison d'édition qui finance tout le travail et aussi qui finance la communication, le marketing, le lancement, tout, pour que le livre soit vendu. Et comme le dit le contrat, vous êtes payé par, vous recevez vos droits d'auteur en tant qu'auteur, par une fois par an. Au plus tard, le 31 mars de chaque année. Ça, c'est pour nous. Je sais que les autres ont aussi leur politique. Et ça, c'est pour PBA. Oui. Merci. Il y a une question d'un participant qui demande comment se fait le choix des lecteurs externes au comité de tri de PBA. Tu as parlé d'un comité de tri en fonction, à PBA. Comment se fait? Oui. Oui, ce n'est pas le lecteur externe, mais c'est les examinateurs externes. Les examinateurs externes sont sollicités en fonction du type de manuscrit. Personnellement, je ne suis pas théologien. Donc, si je reçois un manuscrit qui est un manuscrit théologique, veut dire qui aborde un sujet théologique, qui par exemple parle d'une discipline de la théologie que je ne connais pas, alors comment est-ce que je peux dire si ce que l'auteur dit est bon ou mauvais? Donc, j'envoie le test ou bien je sollicite donc un théologien qui est en lien avec le PBA, qui a une ligne éditoriale de PBA et je demande son avis. Il lit et il donne son avis écrit sur le manuscrit pour que la décision qui sera prise tienne compte de son avis. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure que je suis très à l'aise dans la question de famille, de jeunesse, d'église aussi. Donc, alors, si le sujet est dans mon marigot, là où j'ai beaucoup de connaissances, je n'ai pas besoin de solliciter donc quelqu'un. Mais si je ne comprends pas vraiment le sujet, donc je suis obligé de solliciter quelqu'un. Ou dans mon équipe, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce sujet. Ceux qui connaissent les PBA il y a longtemps savent que le pasteur, l'auteur Augustin Aoga est théologien, enseignant de théologie. Chez lui, il a dirigé l'équipe pendant longtemps. Si nous recevons un livre de théologie, il est notre référence. On s'approche de lui. Donc, ainsi de suite. Quand c'est sur, par exemple, l'éducation, les questions d'éducation, les questions de santé, alors on va forcément faire appel à un médecin pour lui demander, mais est-ce que ce que la personne dit est vrai? C'est comme la dernière fois, quelqu'un a dit que on peut attraper le cancer par les rapports sexuels donc illicites, veut dire il faut obéir à Dieu parce que si tu couches avec les gens sans le mariage, en dehors du mariage, l'une des conséquences, c'est d'attraper le cancer. Alors, il fallait demander à un médecin, est-ce que le cancer est sexuellement transmissible? Alors, donc, c'était important de poser cette question pour savoir si ce que l'auteur est en train de dire est vrai ou est faux. Voilà, donc, comment on sollicite un lecteur externe ou bien un examinateur externe? C'est en fonction du document que vous avez devant vous. Si vous n'avez pas les compétences pour l'évaluer, alors sollicitez celui ou ceux qui ont les compétences pour tout au moins évaluer le contenu.
et dire ce que l'auteur a dit. Après, vous occupez de comment il a dit, s'il a bien formulé les phrases ou s'il a été cohérent ou pas. Mais au moins, pour ne pas publier une contre-vérité, vous êtes obligé de solliciter une personne externe. Oh, merci, merci Georges. Il y a une autre question intéressante. Il demande si à PBA, vous avez des langues spécifiques que vous exigez. Est-ce qu'on doit, les auteurs doivent écrire dans des langues spécifiques ou c'est au choix? Ils peuvent envoyer dans n'importe quelle langue. Non, si c'est langue, c'est le français. Nous publions seulement en langue française. Oui. Et personnellement, je ne sais pas si tu es... J'avais un petit commentaire à ajouter. Je ne sais pas ce que tu penses de cela. Moi, j'ai constaté, j'ai eu à faire un stage de 2 mois dans une librairie chrétienne ici à Yaoundé. Et j'ai constaté pendant ces 2 ou 3 mois que la plupart des gens qui entraient, c'était un peu comme si je travaillais dans une pharmacie. Donc, c'était les gens venaient, ils cherchaient des livres. Est-ce que vous avez un livre qui parle de ceci? C'était comme s'ils venaient chercher un livre qui va traiter un problème particulier. À partir de là, en tant qu'auteur, moi, j'ai compris que les gens cherchent des livres qui vont adresser un problème particulier, qui va venir rencontrer un besoin particulier. Ça, c'est ma remarque en tant que vendeuse de livres. Oui, bien sûr. Et je souhaite aussi que tu vendes mes livres aussi. Alors, ce qui est là, c'est que, au fait, oui, ce qui est là, c'est que nous devons nous rendre compte que nous faisons un ministère pour combler nos auteurs, nos cibles. C'est pourquoi je disais, l'auteur qui écrit, pour que nous ayons un best-seller, il doit d'abord s'assurer à qui il écrit. On peut plus tard partager sur comment écrire pour toucher sa cible. C'est un autre sujet de formation. Comment écrire pour toucher sa cible. Il faut avoir cette cible à l'esprit en rédigeant. Donc, celui qui vient à la librairie qui dit « je cherche un livre sur tel sujet », vous comprenez. Si quelqu'un avait celui-là en pensée, en écrivant, il sera satisfait. Donc, nous ne faisons pas pour avoir de l'argent. Nous ne faisons pas pour avoir un grand catalogue, mais nous faisons pour que nos livres répondent aux prières des gens, aux besoins des gens, parce que mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est les maisons d'édition qui sont désignées par Dieu pour porter cette connaissance vers donc, le peuple, les auteurs étant ceux qui produisent cette connaissance. Mais nous, on doit donc emballer cette connaissance, arranger cette connaissance, le rendre dans un, comment on va dire, dans l'habillement qu'il faut, le conditionnement qu'il faut pour faciliter la compréhension de cette connaissance au lecteur. Quand, par exemple, je lis des phrases et que je ne comprends pas, je dis en même temps, mais si je ne comprends pas, c'est que le lecteur ne va pas comprendre, le lecteur lambda ne va pas comprendre. Parce que quand tu passes ton temps à lire des textes pendant des années et qu'on dit quelque chose en français que tu ne comprends pas, ne vous attendez pas à ce que celui qui n'est pas dans ce métier puisse lire et comprendre. Donc, il faut forcément corriger cette phrase pour que ce soit d'abord compréhensible par la cible. Si vous ciblez les élites, d'accord, mais si vous ciblez une population qui a un certain niveau dans la langue française, il faut les toucher. Donc, celui qui dit « je cherche un livre sur tel sujet », ça, c'est une question qui nous est souvent posée. C'est pourquoi j'ai parlé du sondage. Les gens arrivent parfois au bureau ici, ils tapent, ils rentrent, ils disent « bon, est-ce que vous avez un livre sur telle chose ?» J'ai un ami qui veut faire ceci, je veux lui proposer un livre. Est-ce que vous avez? Et je dis non. Et à chaque fois que je dis non, je me dis « waouh, on aurait pu faire ça. » On aurait pu faire un livre sur ça parce que ce n'est pas extraordinaire. Pourquoi on n'a pas pensé à ça? Et puis, ça fait partie donc des projets futurs. On dit, bon, il faut forcément. Actuellement, nous faisons un livre sur la masturbation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été moi-même confronté à la situation quand je vais enseigner les jeunes dans les églises, dans les conférences, dans les camps bibliques. Et on me pose la question sur la masturbation. Est-ce que c'est un péché? Comment faire pour abandonner? Je veux abandonner, mais je n'arrive pas à abandonner. Ça fait longtemps que j'ai pris la décision, mais je suis encore retombé dedans. Et puis, j'ai appris que ce n'est pas aussi mauvais que ça, qu'on peut utiliser ça en attendant pour ne pas tomber dans le péché. D'autres disent, ah, c'est le péché, je suis confus. Donc, à chaque fois, il faut trouver des réponses. Et je me suis dit, mais il n'y a même pas un livre vraiment dans notre contexte écrit par un Africain sur la masturbation. Et c'est comme ça que l'idée est née. Et puis, on a les tests, on est en train de travailler sur les tests actuellement. Donc, il faut que notre ministère soit pour répondre aux besoins des gens. Sinon, si c'est juste pour montrer que, bon, on est intellectuel et qu'on fait du travail impeccable, je crois que, bon, les récompenses ne seront pas très éloquentes. Merci beaucoup, Georges. Je pense qu'on a beaucoup appris ce soir.
autant en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur, tous les participants, je pense qu'on a beaucoup appris. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot d'encouragement, un dernier conseil à nous donner? Oui, je voudrais vraiment remercier ceux qui ont pris le temps de s'inscrire pour ce webinaire et qui ont suivi ce webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de gens et ça me réjouit. Le sujet a certainement intéressé et je n'étais pas vraiment la personne qualifiée pour traiter ce sujet et j'aimerais donc m'excuser pour les lacunes et demander à ce que vraiment nous puissions continuer à échanger entre nous, qu'on ait même des rencontres entre nous en tant qu'éditeurs, en tant qu'auteurs, en tant que libraire, en tant que relecteur, pour continuer à nous encourager parce que pour moi, l'édition en Afrique francophone a encore du chemin. Nous devons vraiment contribuer à ça. Je salue le livre IPO qui fait déjà un lien entre les maisons d'édition et qui nous permet de nous rencontrer souvent et de travailler ensemble, les acteurs qui sont là. Et je salue vraiment les doyens qui sont là et tous les collaborateurs, tous les lecteurs et auteurs et tous les amis de PBA. J'aimerais encourager tout le monde. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à vendre les livres parce que nous sommes bloqués dans nos pays, mais ne nous décourageons pas, continuons à produire, tournons-nous vers le numérique pour quand même continuer à toucher nos cibles en attendant effectivement que les frontières ne s'ouvrent pour que nous puissions diffuser encore la version papier dans les pays. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu, merci à Ivanova et merci aussi à Ramon Rocha qui donc assure la partie technique et qui organise tout ceci. Merci à tous. Merci. Merci, merci Georges, merci à tous pour votre participation. J'aimerais saluer particulièrement maman Anne-Claude Pfister qui nous a rejoints et qui est restée jusqu'à la fin. Merci. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore membres du groupe Facebook MAI Africa, nous vous invitons à vous connecter, à vous inscrire, à vous abonner à ce groupe pour rester en contact et aussi pour partager vos écrits parce que c'est aussi une plateforme pour partager les écrits et aussi pour être au courant des prochains webinaires, les prochains thèmes vous seront communiqués ultérieurement. Alors, je dis merci. S'il n'y a pas autre chose à ajouter, Ramon, je pense qu'on peut clôturer. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.